En avril, le Burkina Faso coupe net l'exportation de coton brut. Une filière annoncée à 38 milliards de dollars se fige d'un coup, bousculant le commerce international, stoppant des livraisons et obligeant des industriels européens et américains à revoir leurs plans d'approvisionnement, leurs coûts et leurs marges. Le pouvoir dit qu'il ne veut plus exporter la pauvreté, qu'il veut transformer sur place, promet 4 raffineries et 200 000 emplois en 5 ans. Mais qui encaisse le risque et jusqu'où Ibrahim Traoré ira-t-il pour tenir cette ligne? Le pari s'appelle souveraineté industrielle. Cette séquence promet de répondre à une question centrale. Ce choix est-il un simple geste politique ou le début d'un basculement économique durable? Pour le Burkina Faso, l'enjeu est clair: capter davantage de valeur, les créer des emplois locaux et réduire une dépendance ancienne aux exportations de matières premières non transformées. Pour les partenaires commerciaux, le risque est immédiat: rupture de contrat, réorganisation des chaînes textiles et incertitude sur l'approvisionnement. Ibrahim Traoré assume cette tension et présente la décision comme un test de crédibilité nationale, un signal adressé autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Si la transformation locale réussit, elle peut redessiner l'économie rurale et industrielle. Si elle échoue, elle expose le pays à des pressions financières, diplomatiques et sociales difficiles à contenir. L'histoire qui suit explore ce point de bascule sans slogan, en suivant les faits, les chiffres et leurs conséquences concrètes. En 3 mois, l'emploi rural aurait progressé de 6%, malgré l'arrêt total des exportations de coton brut. Ce chiffre, avancé par les autorités burkinabées, surprend, car il intervient dans un contexte de choc commercial externe et de tensions diplomatiques croissantes. Il suggère que la décision n'a pas provoqué l'effondrement immédiat redouté par certains acteurs internationaux, mais plutôt une réorganisation rapide des circuits internes autour de la transformation locale. Pendant des décennies, le Burkina Faso a occupé une place précise dans l'économie mondiale du coton. Produire, exporter à bas prix, puis importer des textiles finis plus chers. Ce modèle a soutenu des revenus agricoles, mais a limité la création de valeur industrielle et l'emploi hors des champs. Les usines européennes et américaines captaient l'essentiel des marges, tandis que les zones rurales burkinabées restaient dépendantes d'un marché volatile et de cours mondiaux décidés ailleurs. La rupture annoncée par Ibrahim Traoré en avril s'inscrit dans ce diagnostic. En suspendant l'exportation du coton brut, le gouvernement affirme vouloir transformer la matière première sur place, créer une industrie textile nationale et retenir la valeur ajoutée à l'intérieur des frontières. Le plan présenté évoque la construction de 4 grandes raffineries de coton, le développement de filatures et de tissage et l'intégration progressive des coopératives agricoles dans une chaîne industrielle plus large. Ce choix n'est pas neutre. Il intervient alors que le pays est enclavé, confronté à des défis sécuritaires et dépendant historiquement de partenaires commerciaux occidentaux. Les premières réactions internationales oscillent entre inquiétude, prudence et menace de réévaluation des relations commerciales. En interne, le discours officiel insiste sur la dignité économique et la fin d'un cycle de dépendance hérité de l'époque coloniale. La mini-révélation tient donc dans ce contraste. Une décision perçue comme risquée à l'extérieur, mais qui, à court terme, semble produire des signaux sociaux positifs. Reste à comprendre comment ces premiers indicateurs s'insèrent dans une trajectoire plus longue et si la dynamique enclenchée par Ibrahim Traoré peut se maintenir au-delà de l'effet d'annonce initiale. À Kougou, dans une zone cotonnière ordinaire,
le changement se lit moins dans les discours que dans les routines quotidiennes. Un agriculteur explique que pour la première fois, le coton qu'il récolte ne part pas immédiatement vers un camion à destination du port, mais reste dans le pays pour être transformé. Ce détail logistique marque une rupture concrète. Le produit ne quitte plus la communauté dès la récolte, il circule localement. Autour de ce fermier, les premiers ateliers liés à la filature et à la couture commencent à recruter. Les emplois restent modestes, souvent temporaires, mais ils introduisent une diversification des revenus dans des villages jusque-là dépendants d'une seule vente annuelle. Les femmes, en particulier, entrent davantage dans ces circuits naissants via des coopératives soutenues par l'État, passant de la culture à la transformation. Ces effets précoces restent fragiles. Les infrastructures sont incomplètes, la formation technique limitée et la rentabilité encore incertaine. Pourtant, pour les acteurs locaux, la décision portée par Ibrahim Traoré cesse d'être abstraite. Elle se traduit par du travail sur place, moins de transport, et l'idée que la valeur ne s'échappe plus entièrement à l'extérieur. Ce personnage ordinaire sert de repère. Il montre que la politique industrielle ne se joue pas seulement dans les forums internationaux ou les chiffres macroéconomiques, mais dans la capacité à modifier, même lentement, la trajectoire de communautés rurales longtemps cantonnées à un rôle de fournisseur brut. Et c'est peut-être là que la souveraineté devient visible, quand la valeur reste locale. Avant avril, le secteur cotonnier burkinabé suivait un schéma traditionnel: production, exportation et repli sur l'agriculture saisonnière. Mais avec l'annonce de la suspension des exportations de coton brut, le système a été bouleversé. Les exportateurs ont immédiatement vu leurs contrats suspendus, obligeant à trouver des solutions internes. Ce changement a été le point de départ d'une série d'événements qui se sont accélérés à un rythme sans précédent. Le point de tension est atteint lorsque les principales puissances commerciales, en particulier en Europe, commencent à réagir publiquement. Des entreprises se disent prêtes à revoir leurs relations commerciales avec le Burkina Faso et certains acteurs financiers expriment leurs inquiétudes quant à l'impact d'une telle rupture. Dans le même temps, l'État burkinabé maintient sa ligne. Cette décision est un acte de souveraineté industrielle, pas un retrait des échanges internationaux. Le gouvernement met également en place des mesures de soutien à l'économie intérieure et annonçant la construction de raffineries et d'usines textiles. La confrontation devient politique et économique, tandis que la direction du pays affirme son intention de transformer l'industrie nationale. Les premières retombées de cette décision se font sentir rapidement. Sur le terrain, des initiatives locales, comme les coopératives agricoles et les premiers sites de transformation, commencent à apparaître. Les fermiers, bien que sceptiques au départ, commencent à voir des résultats tangibles sous forme de microcrédits et de soutien public. En parallèle, des discussions diplomatiques ont lieu en coulisses pour désamorcer la tension commerciale, bien que la situation reste tendue. Le gouvernement, cependant, n'entend pas faire marche arrière et continue de défendre sa position, soutenant que ce choix est un test de l'autonomie économique du pays. Ainsi, la suspension des exportations de coton brut n'est pas un simple événement isolé, mais le début d'une chaîne de réactions qui, à la fois, bouleverse le secteur, crée de nouvelles tensions et ouvre des perspectives nouvelles pour l'économie locale et régionale. Avant la décision, le secteur cotonnier burkinabé suivait une logique simple: exporter presque tout le coton brut, importer ensuite des tissus finis et absorber la volatilité des prix mondiaux sans levier interne. Après la suspension des exportations, les premiers indicateurs montrent un déplacement mesurable de l'activité vers l'intérieur du pays, sans effondrement immédiat de la production ni de l'emploi.
Un premier indicateur concerne l'emploi rural. L'emploi rural. Selon les données communiquées par les autorités, l'emploi dans les zones rurales aurait augmenté de 6% durant les 3 premiers mois suivant l'arrêt des exportations. Cette hausse indique une absorption partielle de main-d'œuvre par la transformation locale. Ce chiffre reste modeste à l'échelle nationale, mais il rompt avec une tendance longue de stagnation. Il suggère que les ateliers de filature, de tissage et de couture, même embryonnaires, commencent à capter une partie du surplus de travail auparavant cantonné à l'agriculture saisonnière. Un deuxième indicateur porte sur la production de coton. La production de coton, malgré la rupture avec les marchés extérieurs, la production nationale n'aurait reculé que de 5% par rapport à l'année précédente. La baisse limitée montre que les producteurs n'ont pas massivement abandonné la culture. Ce point est crucial car une chute brutale aurait signalé une perte de confiance des agriculteurs. À ce stade, les programmes de soutien public et de microcrédit semblent avoir amorti le choc. Maintenant, l'offre de matières premières suffisante pour alimenter les premières unités de transformation. Un troisième indicateur se lie dans les importations de textiles. Les importations de textiles. Les statistiques disponibles indiquent une réduction d'environ 18% des importations de tissus en provenance d'Europe. La contraction reflète une substitution progressive par des produits textiles locaux. Ce mouvement reste partiel, mais il marque un changement de trajectoire. Le marché intérieur commence à absorber une production nationale naissante avec des prix parfois inférieurs grâce à la réduction des coûts de transport et d'intermédiation. Pris ensemble, ces chiffres dessinent une dynamique cohérente. Moins d'exportations brutes, plus d'activité en aval et une rétention accrue de valeur sur le territoire. Ils ne prouvent pas encore la viabilité à long terme du modèle, mais ils invalident l'hypothèse d'un effondrement immédiat. Le basculement se fait lentement, avec des frictions, mais sans rupture systémique visible à court terme. Ces données doivent toutefois être lues avec prudence. Elles reposent sur une période courte dans un contexte de mobilisation politique et administrative intense. La montée en charge des raffineries et des usines reste incomplète et la rentabilité réelle de la transformation locale n'est pas encore établie. De plus, les coûts d'investissement, de formation et d'énergie pèseront sur les comptes publics et privés dans les mois à venir. Néanmoins, pour Ibrahim Traoré, ces premiers écarts entre la situation de référence et l'état actuel constituent un argument central. Ils permettent de soutenir que la suspension des exportations n'est pas seulement symbolique, mais qu'elle produit déjà des effets mesurables sur l'emploi, la production et la structure du marché intérieur. La question devient alors moins celle du choc initial que celle de la capacité à maintenir et amplifier ces écarts dans la durée. Les critiques de la suspension des exportations s'articulent autour de deux arguments principaux, souvent avancés par des économistes internationaux et des partenaires commerciaux occidentaux. Le premier porte sur le risque macroéconomique. Le coton représente une part significative des recettes d'exportation du Burkina Faso et interrompre brutalement ces flux peut fragiliser la balance des paiements, réduire l'entrée de devises et accentuer la vulnérabilité financière d'un pays déjà exposé à des chocs externes. Dans cette lecture, la transformation locale serait trop lente pour compenser à court terme la perte de revenus liée aux marchés européens et américains. Le second argument concerne la viabilité industrielle. Mettre en place des raffineries, des filatures et des unités de confection exige des investissements élevés, des compétences techniques rares et une énergie fiable. Les sceptiques soulignent que, sans économie d'échelle immédiate, les coûts de production locaux pourraient dépasser ceux des textiles importés, rendant les produits burkinabés
moins compétitifs. À cela s'ajoute la crainte de représailles commerciales, telles que des hausses tarifaires ou des restrictions d'accès au marché, susceptibles d'isoler davantage l'économie nationale. Ces critiques sont cohérentes dans un cadre classique d'intégration au commerce mondial. Elles rappellent que de nombreux projets d'industrialisation par substitution aux importations ont échoué faute de coordination, de capital ou de débouchés. Elles mettent aussi en garde contre un excès de volontarisme politique face à des contraintes structurelles réelles. La réponse du camp gouvernemental, porté par Ibrahim Traoré, repose sur un raisonnement différent. Il ne s'agit pas de nier les coûts à court terme, mais de les considérer comme le prix d'un repositionnement stratégique. Les données initiales sur l'emploi, la production et les importations suggèrent que le choc est absorbable, au moins partiellement. Surtout, le maintien du statu quo aurait perpétué une dépendance durable, avec peu de perspectives d'industrialisation et une exposition continue aux fluctuations des cours mondiaux. Dans cette logique, la transformation locale n'est pas évaluée uniquement par sa rentabilité immédiate, mais par sa capacité à créer des compétences, des chaînes de valeur internes et un pouvoir de négociation accru. Le pari consiste à accepter une période de transition risquée pour sortir d'un équilibre jugé défavorable. Le débat ne porte donc pas sur l'existence des risques, mais sur le choix entre un risque assumé aujourd'hui et une dépendance prolongée demain. Jusqu'ici, le débat portait surtout sur les coûts et les risques immédiats. À mi-parcours, un élément devient plus clair. La suspension des exportations n'est plus seulement une mesure économique, elle modifie le rapport de force. En réduisant volontairement son exposition au marché traditionnel, le Burkina Faso accepte une perte de confort à court terme pour gagner de la marge stratégique à moyen terme. Ce déplacement se voit dans les négociations. Les partenaires occidentaux, habitués à un approvisionnement stable et peu coûteux, doivent désormais composer avec un acteur qui refuse le rôle de fournisseur passif. En parallèle, de nouveaux interlocuteurs apparaissent, notamment en Asie et au Moyen-Orient, intéressés par des partenariats industriels plutôt que par l'achat de matières brutes. Le pays ne se ferme pas, il redirige. Et sur le plan interne, cette bascule change aussi la narration politique. La transformation du coton devient un symbole concret de souveraineté, pas seulement un objectif abstrait. Les premières usines, même incomplètes, servent de preuve visible que la valeur peut être captée localement. Cela renforce l'adhésion populaire et rend un retour en arrière politiquement coûteux. Ibrahim Traoré s'appuie sur ce moment pour consolider sa position. En plaçant la souveraineté industrielle au centre du débat, il lie la réussite économique à une question de dignité nationale. À ce stade, le projet dépasse le coton. Il devient un test, celui de la capacité d'un État sahélien à redéfinir sa place dans les échanges mondiaux, non par la rupture totale, mais par la transformation de ses règles. Pour l'État, la première conséquence est budgétaire et stratégique. La suspension des exportations de coton brut réduit des recettes immédiates, mais elle offre un levier nouveau sur la politique industrielle. En orientant la matière première vers la transformation locale, l'administration cherche à élargir l'assiette fiscale à moyen terme via l'emploi industriel, les activités de filature et de confection, et la baisse progressive des importations de textiles. Cette stratégie implique toutefois un arbitrage délicat entre soutien public, investissement lourd et maintien de la stabilité macroéconomique. Le choix, assumé par Ibrahim Traoré, renforce le rôle de l'État comme pilote économique, mais l'expose aussi directement aux résultats. Pour les entreprises, la situation est contrastée. Les acteurs liés à l'exportation brute subissent une rupture nette avec des flux interrompus et des contrats suspendus.
À l'inverse, de nouvelles opportunités apparaissent pour les entreprises locales et les partenaires étrangers intéressés par la transformation sur place. Des groupes chinois et turcs mentionnés dans les discussions officielles envisagent des investissements industriels plutôt que de simples achats de coton. Cette recomposition crée un environnement incertain, mais potentiellement plus favorable à l'émergence d'un tissu industriel national, à condition que l'énergie, la logistique et la formation suivent. Pour les populations, notamment rurales, l'impact est plus tangible. Les premiers emplois créés dans les unités de transformation, même limitées, diversifient les sources de revenus dans des zones longtemps dépendantes d'une seule récolte annuelle. Les femmes, intégrées via des coopératives de couture et de transformation, accèdent davantage à l'économie formelle. La baisse observée des importations de textiles se traduit aussi par des prix plus accessibles sur certains marchés locaux, renforçant l'acceptabilité sociale de la réforme. Ces gains restent en règle fragile, mais ils donnent un contenu concret à la promesse politique. Pour la région et le cadre international, enfin, la décision agit comme un signal. Les pays voisins du Sahel observent l'expérience burkinabé comme un possible précédent. Si le modèle tient, il pourrait inspirer des stratégies similaires au Mali ou au Niger, modifiant les équilibres régionaux. À l'international, la réaction est plus prudente, parfois hostile, avec des menaces de révision des relations commerciales. Ibrahim Traoré insiste néanmoins sur un point. Le Burkina Faso ne se retire pas du commerce mondial. Il cherche à y entrer autrement, avec plus de valeur et plus de contrôle. Ces quatre angles montrent que la décision ne produit pas un effet unique, mais une série de conséquences imbriquées. Chacune avance à un rythme différent, avec ses gains et ses risques, dessinant un paysage économique en recomposition, plutôt qu'un verdict immédiat. À court terme, la décision d'Ibrahim Traoré montre ses premiers signes positifs mais limités. L'industrie cotonnière commence lentement à se redéployer avec la mise en place des premières raffineries et des usines de textiles, mais les investissements sont encore insuffisants pour une montée en puissance rapide. L'emploi rural continue de croître de manière modeste et les prix du coton restent relativement stables. Toutefois, les tensions diplomatiques persistent et l'incertitude des relations commerciales avec l'Europe entraîne une vigilance accrue sur les recettes fiscales et les engagements internationaux. L'évolution des investissements étrangers, particulièrement de pays comme la Chine et la Turquie, pourrait stabiliser la situation à condition que les infrastructures locales se développent suffisamment. Le Burkina Faso commence à prendre son envol industriel, mais le chemin reste semé d'embûches. Si les conditions mondiales se stabilisent et que les investissements étrangers se multiplient, le Burkina Faso pourrait enregistrer une transformation plus rapide. L'introduction de nouvelles technologies, notamment en provenance de Chine et de Turquie, et une politique plus souple de la part des partenaires internationaux permettrait une réduction significative des tensions commerciales. La production textile locale prendrait le relais des importations, soutenues par des accords régionaux avec des pays voisins comme le Mali et le Niger. L'industrie burkinabé, encore en construction, pourrait se solidifier rapidement avec des emplois créés à grande échelle, notamment dans les secteurs de la confection et du tissage. Le chômage rural serait alors réduit de 15 à 20 et la politique de transformation du coton deviendrait un modèle de souveraineté économique à suivre dans la région. Si les sanctions commerciales et l'instabilité mondiale persistent, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une impasse. L'incapacité à attirer des investissements suffisants et à produire à grande échelle entraînerait une stagnation de la transformation industrielle. Les raffineries de coton et les usines textiles
peineraient à atteindre leur pleine capacité et le pays pourrait se retrouver isolé à la fois politiquement et économiquement. Les prix du coton continueraient d'être volatiles et la dépendance à l'aide internationale pourrait se maintenir, voire augmenter. La crise commerciale avec l'Union européenne et les États-Unis, combinée à un marché local encore trop frêle pour résister à l'érosion des marges, pourrait engendrer un recul du projet. L'espoir d'une transformation durable du Burkina Faso en acteur textile régional serait compromis et la pauvreté dans les zones rurales pourrait se maintenir ou s'aggraver. Ces trois scénarios montrent que la trajectoire du Burkina Faso est loin d'être tracée d'avance. La clé résidera dans la capacité du pays à sécuriser ses nouveaux partenariats, à développer rapidement les infrastructures et à maintenir une politique économique cohérente face aux défis mondiaux et internes. L'impact de la décision de suspendre les exportations de coton brut se fait sentir à plusieurs niveaux. Le groupe le plus directement concerné est constitué des travailleurs ruraux. Ceux-ci commencent à bénéficier des premiers emplois créés dans les nouvelles usines et raffineries. Bien que le nombre d'emplois soit encore limité, ces travailleurs voient de leurs revenus diversifiés, ce qui réduit leur dépendance à une seule culture annuelle. Les femmes, en particulier, sont au cœur de cette transformation avec des coopératives qui prennent part au processus de production textile. Ces opportunités permettent une amélioration graduelle du niveau de vie dans certaines régions rurales. Pour les producteurs de coton, la transition est plus compliquée. Bien qu'ils bénéficient d'un soutien gouvernemental sous forme de crédits et de microfinancement, certains restent sceptiques quant à la rentabilité immédiate de la transformation locale. Le temps nécessaire à la montée en puissance des raffineries et des usines de textiles laisse place à une période d'incertitude. Cependant, une fois l'infrastructure installée et les chaînes de production stabilisées, ces producteurs pourraient voir leurs marges augmenter, car la valeur ajoutée du coton transformé serait captée à l'intérieur du pays. Les entreprises locales sont également affectées. Les entreprises existantes dans le secteur du textile commencent à s'adapter en créant des lignes de production destinées à transformer le coton sur place. Certaines entreprises étrangères, notamment des partenaires chinois et turcs, se montrent intéressées par des investissements dans les nouvelles infrastructures. Cependant, cette transition industrielle nécessite un investissement massif en formation, en équipement et en gestion, des éléments qui prennent du temps à se concrétiser. Les premiers succès dans ce domaine dépendront de l'efficacité du gouvernement à coordonner ses investissements et à soutenir les entreprises locales. Pour l'État, la première conséquence est une augmentation de la pression budgétaire à court terme. Les coûts d'investissement dans les infrastructures sont élevés et l'incertitude concernant les revenus générés par l'industrie locale reste un défi. Toutefois, à long terme, la création d'une industrie textile nationale pourrait aider à diversifier les sources de revenus du pays, tout en renforçant son indépendance économique. Le gouvernement devra naviguer entre ses attentes locales et internationales pour maintenir un équilibre économique viable. Enfin, au niveau régional, le Burkina Faso commence à s'affirmer comme un modèle de souveraineté industrielle. Si le modèle réussit, il pourrait inspirer d'autres pays du Sahel à suivre une trajectoire similaire, en réorientant leur économie autour de la transformation locale et de la création de valeur au sein des frontières nationales. L'impact de cette transformation est encore en construction, mais il annonce déjà des changements substantiels pour le pays et ses habitants. Les gains sont visibles, mais l'ampleur du changement reste à démontrer. La réussite de la transition du Burkina Faso vers une économie plus industrialisée repose sur un ensemble de mesures stratégiques qui devront être mises en œuvre progressivement.
Pour maximiser les chances de succès, plusieurs étapes clés doivent être suivies. La priorité immédiate doit être accordée à la construction et à la mise en service des raffineries et des usines de textiles. Ces infrastructures doivent non seulement répondre à la demande intérieure, mais aussi être suffisamment compétitives pour exporter sur les marchés régionaux. La mobilisation de financements internationaux et de partenariats privés est cruciale à cette étape. La montée en puissance de l'industrie locale dépendra fortement de la formation des travailleurs. Le gouvernement devra investir dans des programmes de formation technique, particulièrement pour les jeunes et les femmes, afin de créer une main-d'œuvre qualifiée capable de soutenir la production textile. De plus, des écoles spécialisées en technologie et gestion industrielle devront être créées pour préparer la prochaine génération à gérer et développer ces secteurs. Les coopératives agricoles, en particulier celles dirigées par des femmes, doivent être soutenues pour se transformer en acteurs clés de la chaîne de valeur cotonnière. Le gouvernement pourrait fournir des subventions et des incitations fiscales pour encourager ces groupes à investir dans la transformation locale et à renforcer leur capacité de production. La dépendance vis-à-vis des marchés européens et américains doit être réduite. Le Burkina Faso devrait explorer de nouveaux partenariats avec des pays émergents, notamment en Asie et en Afrique, pour sécuriser les exportations de produits de finis. La création d'accords commerciaux avec des pays voisins, comme le Mali et le Niger, pourrait ouvrir de nouveaux marchés et offrir une stabilité en cas de crise avec les grandes puissances commerciales. La mise en place d'un mécanisme de suivi et d'évaluation des progrès est essentielle. Le gouvernement devra mettre en place des indicateurs clairs pour mesurer la création d'emplois, la croissance de la production textile locale et l'évolution des revenus. Les ajustements nécessaires pourront ainsi être effectués rapidement pour répondre aux défis qui surgiront en cours de route. Ces étapes devront être réalisées dans un contexte de flexibilité où les ajustements en fonction des retours de terrain seront essentiels. Le modèle de transformation industrielle du Burkina Faso peut devenir un exemple pour d'autres nations africaines, mais sa réussite dépendra de l'engagement collectif et de la capacité du pays à naviguer à travers les défis économiques et diplomatiques qui se poseront. Le projet d'Ibrahim Traoré ne se résume pas à une simple transformation économique, il incarne un combat pour l'avenir du Burkina Faso et de l'Afrique. Chaque fibre de coton cultivée dans les champs burkinabés devient un symbole de souveraineté, un moteur d'espoir pour des milliers de familles qui, jusqu'alors, n'avaient que peu d'opportunités de progresser. Les fermiers qui se battent pour conserver la valeur de leurs récoltes, les femmes qui prennent part à la chaîne de transformation et les jeunes qui trouvent des emplois dans les nouvelles usines. Tous contribuent à la construction de ce rêve collectif. Les premières usines de transformation, encore modestes, témoignent de la détermination du peuple burkinabé à ne pas se laisser définir par son passé de dépendance économique. C'est cette vision, portée par Ibrahim Traoré, qui pourrait bien être l'étincelle d'une nouvelle ère pour le pays et au-delà pour toute la région du Sahel. Peut-être cette fois nous gardons ce que nous cultivons. Ce sentiment exprimé par un fermier de Kougou résume parfaitement l'espoir qui habite aujourd'hui les villages burkinabés, la promesse d'une transformation durable et d'un avenir où chaque Burkinabé pourra participer pleinement à l'histoire économique de son pays. Le Burkina Faso n'est plus simplement un acteur passif sur la scène économique mondiale. En réorientant sa politique industrielle autour de la transformation locale, il invite d'autres nations africaines à repenser leur propre modèle économique. Mais pour que cette ambition se réalise, chaque voix compte, chaque idée peut contribuer à ce mouvement. Et vous, comment voyez-vous l'avenir de l'industrie africaine face aux défis mondiaux?
L'exemple du Burkina Faso ouvre-t-il une voie que d'autres pourraient suivre? Partagez vos pensées et engageons ensemble une réflexion sur la manière dont les pays du Sahel et d'Afrique peuvent se réapproprier leurs ressources pour façonner un avenir plus indépendant. C'est à vous de jouer. Quelles sont, selon vous, les prochaines étapes pour faire de cette vision une réalité partagée?